Quand on est confronté à une personne qui a commis plusieurs homicides, la première chose que les gens veulent savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Pourquoi ces victimes-là? Souvent, il n'y a pas de réponse à cette question. Je n'ai rencontré qu'un seul tueur en série au cours de ma carrière. Se trouver face à une telle personne est une expérience particulière. Ce qu'un tueur en série aime par-dessus tout, c'est ôter la vie. Si quelqu'un ne craint pas de se faire arrêter ou identifier, et qu'il réagit de façon violente à la moindre provocation, alors il fait partie de l'espèce criminelle la plus rare et la plus dangereuse. Le 26 janvier 1988, un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation. Les pompiers interviennent. Leur priorité consiste à assurer la sécurité des personnes. Plusieurs familles vivent dans ce bâtiment. Un incendie peut causer beaucoup de dégâts, y compris corporels. Y a-t-il des personnes à sauver des flammes? Une fois le feu circonscrit, il devient possible, de façon de plus en plus précise et graduelle, d'analyser les lieux. Ils ont alors cherché attentivement s'il y avait encore quelqu'un dans cet appartement. Malheureusement, dans ce cas précis, ils découvrent un corps. De prime abord, on pourrait supposer que cette personne est décédée au cours de l'incendie. Mais dans ce cas, le corps de la victime présentait des lacérations, devant et derrière. Il devenait alors évident que la mort avait résulté d'un acte violent, plutôt que de l'incendie. La scène de crime est bouclée et Joe Kenda de la criminelle est contacté. Il est à peu près 5 heures du matin, mais je suis déjà réveillé. Je décroche et j'entends une opératrice qui explique de façon frénétique ce qui s'est passé. N'en dites pas plus, je ne veux pas savoir ce que vous pensez savoir, les rapports à chaud ne sont jamais fiables. Donnez-moi plutôt l'adresse. Où dois-je aller? Je déciderai moi-même de ce qui s'est passé. En 1988, j'étais dans la police depuis 15 ans. J'étais superviseur dans la criminelle. Madame Kenda n'était pas ravie de mon choix de carrière. Mes enfants non plus. Mais je dois l'avouer, je n'en ai pas tenu compte. Ma famille en a souffert. Mais je ne suis jamais parti sans leur dire que je les aimais. On arrive.
Le capitaine des pompiers me montre les lieux. L'appartement est détruit. Il y a une odeur abominable, la pire qu'on puisse sentir. C'est un incendie criminel. On voit qu'il a été allumé en plusieurs endroits avec probablement du papier journal en guise d'accélérant. Et il y a le corps d'un homme. Il a été brûlé. Il va falloir étudier ce corps pour répondre à la question « Que lui est-il arrivé ?» Il a le visage lacéré. Il a été poignardé à plusieurs reprises dans l'abdomen et à plusieurs reprises dans le dos. Les coups sont venus de la droite, indiquant que l'agresseur était droitier. Il a donc été découpé en morceaux. Mais le plus troublant, c'est qu'une partie de ses intestins a été arrachée. Ce n'est pas le fait d'un coup de couteau. L'agresseur n'est donc pas seulement un meurtrier, il semble s'amuser avec les restes. Tiens, tiens. Qui est cet homme qui a été découpé, brûlé et poignardé? Grâce à un portefeuille découvert non loin du corps, on a su que cette personne était Victor Woods, âgé de 31 ans. Le locataire de l'appartement. Il est recouvert de papier journal. Et on peut constater qu'il y a du sang sur les feuilles. Cela indique que le sang ne provient pas de la victime allongée par terre, parce qu'il y en a sur toutes les feuilles de papier journal. L'assassin saigne. Un couteau ensanglanté devient visqueux. La main peut donc facilement glisser sur la lame. Et vous vous faites une entaille dans la paume. Et ça fait mal. Sur les lieux, on découvre un couteau. Un couteau de cuisine. Avec une lame de 30 cm. Il est maculé de sang. C'est donc l'arme du crime. Que peut-on en déduire? Que notre agresseur n'est pas venu armé. C'est en quelque sorte une arme d'opportunité. Il la trouve dans la cuisine, il la sort du bloc à couteau, poignarde Victor Woods, puis la laisse tomber parce qu'il a d'autres choses à faire. Dans la salle de bain, il y avait beaucoup de sang, ce qui indiquait que le tueur, après avoir commis l'acte, y est allé pour panser ses plaies. Cette blessure ne va pas se refermer toute seule. Il faut la recoudre, poser des points de suture. Je charge donc un inspecteur d'appeler les urgences pour savoir s'ils ont soigné quelqu'un présentant une plaie profonde dans la paume droite. Un élément clé de toute enquête, et plus encore dans les enquêtes pour meurtre, c'est ce qu'on appelle une enquête de voisinage. On veut savoir qui a vu ou entendu quoi et quand. Et on a réussi à trouver un témoin. Une fille de 18 ans qui faisait partie de l'équipe olympique. Cette fille est une sportive de haut niveau, pratiquant le karaté et le judo. Elle a dit qu'elle faisait une crise d'insomnie et qu'elle voulait faire quelque chose pour s'étirer le dos afin de l'aider à s'endormir. Au sein de la résidence, il y a un distributeur automatique. Au moment de mettre la pièce dans la machine, elle entend le bruit étouffé d'une dispute. Un bruit provenant de l'appartement 104. Elle ne distingue pas les mots, mais elle entend des cris qui attirent son attention. Puis plus rien.
À l'extérieur, elle a vu un homme sortir en courant de la résidence et entrer dans ce qu'elle a dit être une muscle car. J'ai demandé, cette voiture avait-elle quelque chose de spécial? Ah oui, elle était puissante. Ah, comment ça? Je l'ai entendu. Elle hurlait. Quand on aime les bagnoles, on sait ce que ça veut dire. Je suis passionné d'automobile et j'ai eu plein de voitures. Le verbe hurler signifie que le moteur rugit, qu'il vrombit. C'est intentionnel. Les voitures sont généralement équipées d'un silencieux, afin d'atténuer le bruit de l'échappement. Mais certaines personnes préfèrent faire du bruit, et que leur voiture produise un grondement profond, afin de leur donner un côté sportif et agressif. Celle-ci avait donc été vue sur la scène de crime. On sait que le suspect est parti dans un véhicule. Par conséquent, il peut s'éloigner un peu plus à chaque minute qui passe. L'entrée de l'autoroute I-25 se trouve à moins de 400 mètres de la résidence. L'autoroute 25 commence à El Paso, au Texas, et traverse les États du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Wyoming et du Montana. Il s'agit donc d'une 4 voies qui parcourt les 3/4 de l'Ouest américain. À 60 km au sud de Colorado Springs, l'autoroute passe par la ville de Pueblo. Pensiez-vous que vous en reparleriez 34 ans plus tard? Non. En aucun cas, je n'aurais cru que je reparlerais de cette histoire qui fait remonter de mauvais souvenirs. Je suis Roger Gomez, ancien sergent au bureau du shérif du comté de Pueblo. En mars 88, Monsieur Sykes, un éleveur de bétail, nous a appelés pour dire qu'il avait vu quelque chose d'étrange à cheval. Il cherchait un veau qui était peut-être mort. Quand on est attentif à son cheval, il nous aide à trouver ce qu'on cherche. Mais aussi, parfois des choses qu'on préférerait ne pas trouver. Roger était en patrouille ce jour-là. Il était affecté à ce qu'on appelait le secteur sud. Je me suis garé et je suis allé le retrouver. Il se demandait ce que c'était. Moi, j'ai su que c'était le torse d'un être humain. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de main, rien qu'un torse. Comment est-ce possible? Pourtant, quelqu'un est mort. On a donc sur les bras un grand criminel qui ne fait pas que tuer. Il démembre et coupe les gens en morceaux avec un couteau de 30 cm. Peut-être a-t-il déjà sévi à Pueblo, comme il l'a trop fait à Colorado Springs.
Le parc naturel de Rye, dans le comté de Pueblo, est à plus d'1 heure de route de Colorado Springs. C'est là que la macabre découverte d'un torse humain a été faite. Qui est-ce? Bonne question. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un être humain et qu'il est mort. Il s'agit d'un meurtre horrible et brutal. Quand on constate une telle inhumanité envers quelqu'un, ça donne envie de résoudre l'affaire. Roger Gomez est un shérif adjoint intelligent et expérimenté. Les shérifs font une approche différente, parce qu'ils sont souvent seuls à 30 ou 50 kilomètres du collègue le plus proche. Ils exercent un métier à risque. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand mes yeux se sont posés sur ce torse, j'ai trouvé que ça ressemblait à un coussin de salon de jardin. Gros et épais. Il y avait des branches autour, comme si quelqu'un avait essayé de le recouvrir. Et ce n'est qu'après avoir enlevé ces branches qu'on a vu des jambes. C'était un corps. J'ai compris pourquoi M. Sykes n'avait pas pensé à un corps. C'était... Je me souviens de l'aspect lisse de la peau. On n'aurait pas dit un corps, c'était sec, un peu comme du cuir. Le Colorado est un État montagneux, avec un climat très sec. Et quand un corps se décompose dans un environnement à faible humidité, il y a un processus qu'on appelle momification. Le corps s'assèche. L'avantage, c'est que ça le préserve. Les preuves indiquent qu'il est là depuis des mois. Compte tenu du facteur de décomposition, Roger Gomez n'est pas en mesure de déterminer la cause de la mort. Il faut faire venir un médecin légiste. L'expert médico-légal recherche des blessures d'impact ou de perforation, ou bien dans le cas d'un démembrement, quel objet tranchant a été utilisé. Le fait de trancher un cou laisse des empreintes particulières. Le légiste remarque une ligne de découpe au niveau du cou, caractéristique d'une sorte de lame de scie. Il constate la même chose sur les os du poignet. En plus de le tuer, l'assassin a découpé le corps. A-t-il voulu garder un souvenir? Il y a donc une tête et des mains quelque part. Alors il faut les trouver. Quand une tête et des mains sont enlevées, c'est pour empêcher toute identification. À ce moment-là, on ignorait donc qui était la victime. J'ai cherché un indice, n'importe lequel, que personne d'autre n'aurait pu trouver. Ça peut paraître bizarre, mais je me suis même allongé à la place du corps. Si le tueur l'avait déposé ici, il avait peut-être laissé quelque chose de peu visible. J'ai pris des photos de chaque centimètre carré de cette zone. Mais je n'ai rien trouvé de concluant. Il n'y a aucune trace de sang, séché ou autre. Rien d'autre que ce torse. Le meurtre a donc eu lieu ailleurs. Où est le reste du corps? Allez savoir. On ne verrouillait pas les portes. On laissait toujours nos clés dans la voiture. Mais après cet événement, tout a changé, du jour au lendemain. Ce tueur est insensible au point de non seulement tuer, mais aussi démembrer quelqu'un.
C'est très rare. Et ça en dit long sur la cruauté de cette personne. Qui peut faire ça? À Colorado Springs, notre enquêteur tente de mieux connaître Victor Woods, la victime du premier homicide. Des mesures sont prises pour prévenir la famille et les amis de la région. Victor faisait partie de mes meilleurs amis. Il a été l'un de mes témoins. Autant dire que c'était un ami très proche. C'est ma femme Linda qui a eu l'appel. Il avait beaucoup de charisme et de personnalité qui émanaient de lui. Au téléphone, un policier de Colorado Springs lui a demandé si on connaissait Vic Woods. J'ai dit oui, c'est notre ami. Quand il m'a annoncé son décès, je suis restée sans voix. Je n'oublierai jamais cet appel. Au début, on n'y croit pas. On entend et on comprend les mots, mais on ne les assimile pas tout de suite. Victor vivait à Zanesville, dans l'Ohio, quand il a eu l'opportunité de gérer un magasin de vélo à Colorado Springs. C'était un réparateur de vélos haut de gamme, et il avait une excellente réputation. Pour avoir travaillé dans la vente, je pense que c'était parfait pour lui. Il adorait le vélo, alors ça lui correspondait bien. Dans le cadre de leur enquête, les inspecteurs ont contacté le propriétaire de l'appartement. Ce dernier explique que Victor payait toujours son loyer à temps et qu'il ne posait aucun problème. Victor était heureux dans ce magasin de vélo. Tout se passait bien pour lui. Et soudain, on reçoit ce coup de fil. C'était à l'opposé de ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là. C'est très courant d'entendre des connaissances dire que la victime n'avait aucun ennemi. Mais c'est faux. Il en avait au moins un. Et j'aimerais bien le trouver. Il a ajouté « J'ai entendu dire que l'entreprise a des difficultés et qu'il y avait des tensions entre le patron et Victor. » L'associé de Victor s'appelait David McCarthy. Et souvent, dans une collaboration professionnelle, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, l'action d'un des associés peut avoir un impact négatif sur l'autre, ce qui engendre de la colère. L'argent peut être une source de stress dans une famille, mais quand c'est un moyen de subsistance, la tension monte encore d'un cran. David, le propriétaire du magasin de vélo, est-il venu chez Victor? Les choses ont dégénéré, il a pris un couteau et a entamé une petite danse avec son associé. Relations, accès, disputes, cela suffit-il pour tuer? Souvent, oui. Un meurtre est rarement commis par un inconnu. La clé dans une affaire de meurtre, c'est de savoir qui est la victime et qui elle connaît. Les associations d'affaires finissent souvent mal. Il y a de l'argent en jeu, ça mène à un conflit, souvent impossible à résoudre. Victor et le propriétaire du magasin ont déjà eu des différends à ce sujet. Toute mon attention se tourne donc vers cette personne. Allons au magasin pour savoir sur quel pied danser. Je veux le voir. Je veux regarder sa paume droite, je veux lui parler. J'ai beaucoup de choses en tête.
Alors, on se rend au magasin et on demande à un employé, « David est là ?»« Oui, dans son bureau. » Eh bien, dites-lui que la police veut lui parler. On voit alors David arriver avec des béquilles. Il a la jambe plâtrée. Entièrement. Et ça n'a pas l'air récent. Quand Joe l'interroge sur sa blessure, il dit qu'il a été opéré à la suite d'une fracture. Aurait-il pu attaquer avec un couteau de 30 cm son associé de 31 ans qui était en pleine forme, qui aurait tenu les béquilles? Mais on a quand même des questions à lui poser. Joe l'informe qu'on a eu vent de tension entre les deux hommes. David affirme que non, ce n'est pas le cas. Il est très franc. Il confirme que oui, l'entreprise a des problèmes d'argent, qu'ils se sont disputés au sujet des idées de Victor auxquelles il n'adhérait pas, mais il a finalement accepté d'aller dans son sens et ils vont tester certaines de ses suggestions. David explique que Victor a pris l'initiative de contacter plusieurs hôtels parce qu'il voulait mettre en place un système de location de vélos que les hôtels pourraient proposer à leur clientèle. Il voulait améliorer les choses et poursuivre l'activité. J'ai dit, je suis de la criminelle et Victor nous a quittés. David était abasourdi, véritablement sous le choc. Il n'arrivait pas à y croire. Ça l'a vraiment bouleversé, il a voulu s'asseoir. J'ai dit, je vais vous aider. Donnez-moi votre main droite. Je vais la tenir et poser votre béquille contre le mur. Cette main droite est en parfait état. Vu tout le sang sur la scène du crime, le suspect devait être blessé à la main. Retour à la case départ. On a perdu notre seul suspect. Que sait-on d'autre sur Victor? David dit que Victor est un habitué du pub Le Yukon, où il va prendre une bière après le travail. À l'époque, le Yukon est un haut lieu de la vie nocturne. Et il ne se trouve qu'à quelques kilomètres de la résidence de Victor. Et les jours de paye, ce dernier s'y rendait pour participer à des tournois de billard. Comme il s'y rendait fréquemment, il était tout à fait probable que quelqu'un du bar soit au courant d'une information susceptible d'être précieuse pour l'enquête. Que conduit-il? Une Toyota avec des barres de toit. Merci, David. Direction le pub Le Yukon. Au moment de se garer, je dis à mon collègue, « Regarde. » C'est sa voiture. Stationné sur le parking. Victor est venu ici et sa voiture y est toujours. On entre. Dans un bar, la meilleure source d'information est la personne derrière le bar. En général, il connaît la clientèle, parce que les pourboires qu'elle reçoit dépendent beaucoup de son travail. Elle doit donc être attentive à ce qui se passe. La barmaid dit aux enquêteurs, « Oui, je connais bien Victor. Il est tout le temps là. C'est un gars sympa, sans problème, apprécié de tout le monde. Il joue au billard. » C'était quelqu'un de calme, mais ce soir-là, il avait bu un peu plus. Il était un peu plus chahuteur et un peu moins agréable.
Victor n'avait pas l'alcool mauvais. Ça le rendait plutôt joyeux. Mais il lui arrivait de ne pas mâcher ses mots. Et l'alcool aidant, il pouvait donc froisser des gens. La barmaid dit que le ton est monté entre Victor et d'autres clients et que ça s'est fini en bagarre sur le parking. Les bagarres de bar se déclenchent pour un rien avec l'alcool pour moteur. Parce que l'alcool est connu pour désinhiber et procurer un sentiment d'invincibilité. L'homme enivré se prend pour un boxeur professionnel parce qu'il a bu une dizaine de bières. Et il veut montrer de quel bois il se chauffe. Ça peut mal finir. Très mal finir. Il faut donc parler aux personnes impliquées. On parvient à trouver tous les clients du bar présents à ce moment-là. Il s'avère que c'est aussi leur lieu de rencontre, et ils qualifient l'incident de simple malentendu. Les bagarres de bar sont monnaie courante. Au moins un des deux protagonistes est imbibé. C'était 3 fois rien. Une petite bousculade sur le parking. Aucun des clients ne présentait de blessures pouvant indiquer qu'ils avaient participé à un meurtre. Chacun était en mesure d'expliquer ce qu'avaient fait les autres pendant la soirée. On a donc pu les enlever de la liste des suspects. La question qu'on se pose, c'est que fait sa voiture ici alors qu'il n'est plus là? Il a dû se faire accompagner chez lui. Cette personne a-t-elle conduit Victor Woods à la morgue? C'est possible. La police de Pueblo a fait une horrible découverte. Un torse humain. Du jamais vu dans cette juridiction. Ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé physiquement. Mais pour en savoir plus sur le sujet, il faut pratiquer une autopsie. Quand le médecin légiste opère, il se concentre sur la cause et l'origine du décès. J'étais très curieux de savoir ce que ce corps avait subi. J'étais donc présent quand le corps est arrivé et qu'ils l'ont placé sur la table opératoire. Cette procédure a été très utile pour découvrir ce qui s'était passé. Ça n'a rien de plaisant, c'est horrible. L'odeur est atroce, la vision l'est encore plus, mais c'est nécessaire pour comprendre une mort violente. Comme j'avais fait médecine, j'avais eu l'occasion de travailler sur des corps. J'avais donc dû passer outre cet aspect répugnant, déjà à l'époque. Ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, comme on dit, mais il faut le faire. Même sans la tête et les mains, il reste des indices. Quand on est en vie, le saignement est provoqué par la tension artérielle, parce que le cœur pompe encore. La tension artérielle et l'action du cœur provoquent le saignement. Souvent, les hémorragies sévères, en particulier celles qui ont lieu au niveau du cou, les jugulaires passant de chaque côté, produisent d'énormes taches de sang visibles notamment sur la partie antérieure du cou. Si de grosses artères sont coupées et que le corps est manipulé et déplacé après la mort, le sang commencera à s'écouler. À la suite d'un démembrement, le sang qui restait à l'intérieur du corps se vide complètement. Mais la section de la tête et des poignets n'a provoqué aucun saignement. Ce sont des blessures infligées post-mortem. Il n'y a pas non plus de blessures perforantes ou par arme à feu. Alors de quoi est-il mort? Les blessures ont dû être concentrées au niveau de la tête. Mais celle-ci est introuvable. On ignore qui est cette personne
Et il n'y a alors aucun moyen de le savoir. Le 7 mai 1988, on reçoit un appel au bureau du shérif du comté de Pueblo. Sur un sentier du parc de Rye, des randonneurs sont tombés sur des ossements. Mais ils n'étaient pas sûrs qu'ils provenaient d'un être humain. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le crâne. Roger s'est rendu sur place. Quelqu'un avait signalé un crâne. J'ai tout de suite fait le lien. J'ai dit, ça doit être celui du torse. S'agit-il de la tête de la victime non identifiée? A-t-on affaire à un tueur qui démembre les gens avant de s'en débarrasser comme de vulgaires déchets? Que se passe-t-il? On l'ignore, mais il faut à tout prix le découvrir. À ce stade de l'enquête, la police a trouvé un crâne humain à 30 km du fameux corps décapité. Les deux appartiennent-ils à la même personne? Je me suis dit, garde ton calme. Ne tire pas de conclusions hâtives. Laisse la science confirmer ce que tu penses avant de t'exprimer. C'est ce que j'ai fait. Le randonneur guide les autorités jusqu'au ravin où il a trouvé cette tête. En fouillant le ravin, qui se trouve au bord d'une route, des pièces à conviction importantes sont découvertes. Notamment une paire de gants en cuir noir. En voyant les gants, je me suis dit que ça ressemblait à des gants de bodybuilder ou de motard. C'est ce qui m'a semblé. L'étape suivante consiste à prendre des photos et à planter des repères. J'ai aussi trouvé un cordon de store vénitien et un sac en plastique noir. Ainsi qu'une lame de scie rouillée et couverte de sang. Il y avait une scie. Imaginez une lame de 30 cm avec une poignée de 15 cm. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un outil pareil au milieu de nulle part. Cette scie, dans mon esprit, a été utilisée pour découper le corps de la victime. Les mains étaient-elles sur place? Quand on laisse des mains avec des doigts et la chair au milieu d'animaux sauvages, écureuils, lapins et autres, c'est un hors-d'œuvre pour eux. Des oiseaux peuvent s'envoler avec un doigt. Quand le corps d'un homme est laissé en pleine nature, ce n'est plus le fiston à sa maman. C'est un repas. Après avoir consciencieusement répertorié les pièces à conviction, ils les ont transférées au bureau du shérif. James Kramer, le médecin légiste, a alors retrouvé Roger là-bas. On a un corps, voilà une tête et d'autres objets, comme une scie. Mais il faut en être sûr. Parce que s'il s'agit de la tête de quelqu'un d'autre, qui ne correspond pas à ce torse, mieux vaut éviter de se faire des idées trop tôt.
Laissons la science confirmer cette théorie. Quand on utilise un outil comme une scie, ça provoque des marques de chaque côté, au niveau du torse et du cou. Et quand il est possible de réunir la tête et le torse, à l'endroit où la scie a tranché la chair, les deux parties sont censées se rejoindre. Un peu comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Le docteur Kramer en conclut que le crâne correspond bel et bien au corps qu'ils ont déjà à la morgue. Maintenant que c'est confirmé, la question suivante est... Qui est-ce? On a constaté qu'il manquait un gros morceau de la face avant du crâne, côté droit. Quelle en était la cause? Le légiste parvient à déterminer que le trou dans le crâne a été provoqué par une blessure par balle. Cela explique l'absence de dommages sur ce corps non identifié. La blessure mortelle a été infligée au niveau du crâne. En dispersant les différentes parties de la victime, le tueur cherchait à dissimuler qui elle était. Cet individu allait être difficile à identifier et à démasquer, à moins qu'il ne commette un autre crime. Qui cherche-t-on? Qui est cet homme? C'est digne du 7e art. Y a-t-il un lien avec le meurtre de Victor Woods? À ce stade précis de l'enquête sur Victor Woods, on peut imaginer une partie du scénario. Quand il est allé au pub, le Yukon, sa voiture est restée sur place. Monsieur Woods n'est pas rentré chez lui à pied, c'est trop loin. Il s'est fait raccompagner par un taxi peut-être. Dans les années 80, les chauffeurs de taxi avaient pour habitude de traîner près des aéroports et des bars quand ils étaient disponibles. Pour une personne qui a trop bu, c'est toujours bon de voir un taxi à proximité. On a donc appelé les agences de taxi de Colorado Springs. Toutes les entreprises contactées répondent à Joe. Non, on n'a pris aucun client à cet endroit. Mais une des chauffeuses a assisté à une altercation sur le parking du pub. On savait que Victor avait eu une altercation dans le bar et que ça s'était fini dehors. Une fois les esprits calmés, elle a vu quelqu'un marcher vers Victor. C'est quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Il porte un blouson en cuir noir et il est seul. Si cette femme est si précise, c'est peut-être qui lui a tapé dans l'œil. Cheveux bruns et bouclés, beau blouson en cuir, démarche très assurée. Il est très beau, comme une star de cinéma, pour reprendre ces termes. Et il est bronzé, très bronzé. Les gens remarquent les choses qui sortent de l'ordinaire. On est en plein hiver. Où a-t-il bronzé comme ça? Elle l'a vu parler à Victor, qui est monté dans la voiture de cet homme. Quel genre de voiture? Une Trans-Am bleue, qui a produit un son très particulier quand elle s'est éloignée. C'est ce qu'a dit la sportive. Un homme avec une muscle car. C'est lui.
On a donc un autre témoin qui associe Woods à cet individu. 2 plus 2 font toujours 4. Notre suspect numéro 1 devient l'homme dans la voiture. Il y a une grande autoroute qui traverse Colorado Springs. Cette Trans-Am bleue pouvait donc déjà être très loin. D'où vient-elle? Qui sait? Mais elle n'était pas du coin. Au bureau du shérif de Pueblo, l'adjoint Roger Gomez a du pain sur la planche. Pour moi, cette affaire est devenue encore plus importante parce que je me suis senti redevable envers les familles. Je devais faire mon maximum pour elles. Quand on a une victime non identifiée, la première étape consiste à chercher s'il y a une personne disparue qui pourrait correspondre physiquement à cette victime. Le torse qui avait été découvert était très musclé, indiquant que cet homme faisait beaucoup de sport. Après une quinzaine de jours, alors que je travaillais tard, un certain Glenn Ferguson s'est présenté au poste après la fermeture. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il m'a dit qu'il voulait signaler une disparition. De qui? Il a dit Paul Vosika. Son beau-fils, Paul Vosika, a disparu depuis des mois. J'ai tout de suite fait le lien. Quand il m'a dit que son beau-fils, un culturiste, avait disparu, je me suis dit, le torse, ça doit être celui de Paul Vosika. Qui est Paul Vosika? Que fait-il dans la vie? Quelles sont ses habitudes? Ses passe-temps? Se livre-t-il à des activités illégales? Autant de questions qu'on se pose. La sœur de Paul, Robin, a été ensuite interrogée. Elle a signalé que Paul avait un bon fond, mais de mauvaises fréquentations. Elle déclare, oui, Paul faisait depuis longtemps de la musculation, il s'entraînait beaucoup, et il avait commencé à prendre des stéroïdes, puis à consommer de la drogue, et enfin à en vendre. D'après ce que m'a dit sa sœur, Paul était dépassé et en danger. Elle a indiqué que parmi les connaissances de Paul, il y avait un homme très attirant. Beau comme une star de cinéma, avec un magnifique bronzage. Un bel homme, au teint hâlé. Ça alors. Vous n'avez pas chômé, monsieur le belâtre bronzé. De quoi est-il capable? De tout, envers tout le monde. Les crimes violents sont une chose horrible. Ils existent depuis l'aube de l'humanité, mais à différents degrés. La plupart des meurtres ont un mobile précis. Mais pour les tueurs en série, pas besoin de mobile, car la victime importe peu. C'est très rare et très, très effrayant.
J'étais dans mon lit à 3 heures du matin quand le capitaine de l'époque m'a appelé pour me dire d'aller à l'hôtel Hampton. Il y a eu un incident à Pueblo. Un vigile et un employé de nuit ont été abattus lors d'un vol à main armée. J'ai pris les premières mesures et j'ai commencé le compte-rendu visuel des lieux en vue de préparer un croquis de la scène de crime. On prend toujours des photos. Mais les croquis ajoutent une notion, celle des distances. Le réceptionniste, Raymond Garcia, avait 26 ans. Il a été abattu sur place. Une vie a été prise, d'un coup. La vie d'une personne avec l'avenir devant elle. Mon père a appelé vers 7h30 et il a dit que... Pardon. Qu'on avait tiré sur Ray. J'ai demandé s'il allait bien, mais il a dit non, il est parti. Alors j'ai fondu en larmes. Pardon. Mon cœur s'est brisé. Je me suis dit non, pas lui. C'était quelqu'un de si doux, gentil et attentionné. Je me souviens avoir trouvé ça injuste, tellement injuste. C'est pas normal. Raymond était mon frère, de 3 ans, mon aîné. Il était né en 61 et moi en 64. Alors oui, il m'avait toujours protégée. Il aurait dû travailler 5 jours avant, mais il avait échangé avec une fille qui fêtait son anniversaire. Il s'est donc trouvé là, au mauvais moment. Mais c'était tout lui, toujours prêt à aider les autres. Personne ne comprenait pourquoi quelqu'un avait ôté cette vie. Sans raison. Il aurait pu partir. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de cet homme pour vouloir tuer quelqu'un d'autre? Sauf que dans ce cas précis, il n'y a pas eu 2 meurtres, mais un meurtre et une tentative de meurtre. Le vigile a pris une balle dans la mâchoire. Ce vigile, soigné à l'hôpital pour une blessure par balle à la tête, s'appelle Robert Martinez. C'était apparemment un braquage, avec, semble-t-il, une décision prise sur le coup par le voleur, d'éliminer ces 2 individus pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de témoins. Les autorités traitent la scène de crime, mais l'enquête s'annonce difficile. Personne n'a rien vu. Il n'y avait aucun autre employé ou voisin sur place et dans les environs. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ignore comment, mais il faut arrêter cet homme et apporter un réconfort à cette famille. Ils ont peut-être un témoin oculaire s'il survit. Il est dans un état critique. Mais s'il s'en sort, il pourrait être crucial. Dans les années 70, on cherchait tous comment partager nos informations. C'est comme ça qu'est née, dans l'ouest des États-Unis, la base de données connue sous le nom de RMIN. C'est un système qui permet de recenser de façon détaillée les incidents afin de pouvoir comparer différentes affaires et ainsi déterminer s'il existe un lien entre elles.
Je rédigeais et lisais religieusement ces rapports parce que le partage d'informations est crucial. L'information permet de résoudre des enquêtes. Plus vous en savez, moins vous avez besoin de chercher. Un rapport m'est alors parvenu au sujet d'un crime dans la ville de Pueblo. Au moment de le lire, mon visage s'est éclairé. Tiens, serait-ce l'homme que je cherche? C'est fort possible. C'est très agréable de sentir qu'on est sur la bonne voie. Je parcours donc ce fameux rapport. L'hôtel Hampton sur l'autoroute I-25 à Pueblo a été braqué. Le vigile est à l'hôpital. Il est gravement blessé, mais vivant. La police a donc un témoin qui a assisté au crime. Le témoin oculaire d'une fusillade est forcément un témoin important, parce qu'il peut fournir des détails impossibles à obtenir autrement. Heureusement, la balle l'a effleuré. Elle n'a fait qu'entrer et sortir du crâne, sans toucher le cerveau. Mais il s'en est fallu de peu, et il en était conscient. La police de Pueblo indique que, selon le témoignage du rescapé, ce dernier a découvert le vol à main armée en entrant dans l'hôtel. L'homme a braqué l'arme sur lui. Il a dit, presque mot pour mot, « Je crois que je vais te tuer ». Il a levé l'arme et a tiré sur Robert Martinez en plein visage. Le vigile s'est écroulé, mais il était encore en vie et à moitié conscient. Il a alors entendu l'homme pénétrer dans la pièce où était Raymond Garcia et il y a eu un autre coup de feu. Quel genre de personne peut rentrer dans un hôtel où il y a très peu d'argent pour tirer sur deux personnes uniquement en vue de soutirer une petite somme d'argent? Pour faire une chose pareille, il faut être dénué de toute émotion et n'accorder aucune valeur à la vie humaine. Ce qui a attiré mon attention en lisant le rapport initial, c'est qu'à la fin de la conversation avec M. Martinez, celui-ci a évoqué son dernier souvenir, le bruit d'une muscle car qui s'en va en trombe. Ça me rappelle quelque chose. Le témoignage de la jeune athlète à la résidence de Victor Woods. Il conduisait une muscle car. Et celui de la chauffeuse de taxi au pub Le Yukon. Il conduisait une muscle car. Voilà donc notre point commun. On cherche tous le même homme, exactement le même. S'agit-il d'un tueur en série? Bien sûr. Les médias véhiculent parfois l'idée qu'un tueur en série agit toujours de la même façon. Mais non, c'est faux. Ce qu'un tueur en série aime par-dessus tout, c'est ôter la vie. Il faut absolument trouver l'homme qui conduit cette voiture. C'est la clé de toute cette affaire. La scène de crime est située au bord d'une autoroute très fréquentée dans les deux sens et qui va de la frontière mexicaine quasiment jusqu'au Canada.
On a envoyé des patrouilles sur l'autoroute, en direction du nord et du sud, pour tenter de trouver cette voiture au pot d'échappement bruyant. Est-ce que c'est difficile de contrôler plusieurs centaines de kilomètres d'autoroute? Et des milliers de véhicules. Oh oui, il y a un trafic très dense sur la I-25. Alors forcément, on ne peut pas arrêter tout le monde. Combien de muscle cars circulent sur cette autoroute en ce moment même? Corsentino va devoir se retrousser les manches parce que la tâche risque d'être ardue. Mais alors qu'il s'y attelle, il reçoit le coup de fil magique. À l'époque, ça se passait différemment. Les gens composaient un numéro de téléphone pour donner une information tout en restant anonyme. Et selon le tuyau fourni et le crime correspondant, il pouvait y avoir une récompense financière. Donc, la police reçoit des informations d'un grand nombre de sources. Mais les informations les plus précieuses sont celles qui proviennent de l'entourage proche. Que ce soit une mère, un père, un conjoint, un enfant. Et il arrive que ces personnes désignent directement le coupable. Parce qu'elles n'ont pas nécessairement des informations issues de leur propre observation du crime, mais des informations qu'elles ont entendues. Un témoin appelle une femme. Elle déclare savoir des choses sur l'auteur du braquage de l'hôtel Hampton. C'est exactement ce qu'on cherche, un autre témoin. Les policiers font venir cette femme qui dit avoir un petit ami répondant au nom de Ronald White. Selon elle, ce petit ami était l'homme qui avait effectué le vol à main armée de l'hôtel et qui avait tué le réceptionniste. Elle l'a dénoncé. Elle en avait assez. C'était récent. Elle était en colère et voulait en finir. Une vieille expression dit que l'enfer est plus doux que la fureur d'une femme humiliée. C'est très vrai. Et Ronald White va la prendre à ses dépens. On ne parle plus de l'homme au bronzage, et à la muscle car. Il a un nom désormais. On ne cherche plus un fantôme. On cherche Ronald Lee White. La femme dit qu'elle sait où il est, parce qu'elle l'a mis dehors. La police de Pueblo sait donc où le trouver, et 2 mandats d'arrêt sont demandés. Un pour meurtre avec préméditation et un pour tentative de meurtre avec préméditation. Je me suis chargé avec mon partenaire de rédiger la demande de mandat d'arrêt. On a demandé à la police de Colorado Springs de participer à l'opération de surveillance. Quand ils arrivent chez M. White, sa voiture est garée dans l'allée. Signe qu'il se trouve très certainement dans sa résidence. La question était, fallait-il entrer de force dans la maison ou bien frapper d'abord avant d'entrer? Je pense que personne n'espérait une arrestation paisible. Ils encerclent la maison, s'attendant à se faire tirer dessus. À ce moment-là, il est sorti pour jeter quelque chose dans une poubelle. En voyant qu'il s'apprêtait à partir, il fallait intervenir. Il approchait de sa voiture. Et ils ont foncé.
Il se retourne calmement et place ses mains dans le dos afin d'être menotté. Sans résistance, sans commentaire, sans rien. Parfait. Tout le monde est vivant. Je demande à la police de Pueblo de me renseigner sur ses antécédents. Il a un casier judiciaire long comme le bras. Violences diverses, crimes sexuels, affaires de stupéfiants. Il a été mêlé à des affaires aussi graves que nombreuses. Malgré tous les méfaits auxquels il a participé dans les années 70 et 80, à chaque arrestation, il a été libéré sous caution ou a bénéficié d'une peine réduite. Il va en prison, il en sort, et une fois sorti, il retourne en prison. Aux États-Unis, on croit fermement que le système judiciaire doit sanctionner une personne seulement pour le crime qu'elle a commis. On ne peut pas la condamner pour ce qu'elle pourrait peut-être faire plus tard ou parce qu'on pense que c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas notre façon de faire. Par conséquent, des gens peuvent commettre plusieurs crimes sans pour autant risquer la perpétuité. Voyant qu'il a commis un homicide à Pueblo et qu'il est lié à un incident à Colorado Springs, on se dit « Oh, ce type est dangereux ». 2 séjours en prison. Et au cours de l'un d'eux, un autre détenu dit ce qu'il ne faut pas. Et M. White le frappe avec une masse. Il le tue presque. Et il faut 6 gardiens pour le maîtriser. Parce que M. White est absolument enragé. La personnalité sombre de Ron White s'est manifestée à plusieurs reprises, au travers de ses accès de colère imprévisibles. M. White est impliqué dans un autre incident. Il assiste un jour à une scène au cours de laquelle un policier tente d'arrêter un suspect qui prend finalement le dessus. Ron White s'avance, lui tire une balle dans la tête et le tue. Ce n'est pas réfléchi, c'est instinctif. Il doit mourir, boum. M. White a du mal à contrôler ses humeurs. Sans blague. J'avais peur que Ron White tente de s'échapper. Quand il a été transféré au centre de détention du comté de Pueblo, j'ai personnellement insisté pour qu'il soit placé en isolement et surtout pas dans une cellule classique avec d'autres détenus. Une douzaine de policiers l'ont escorté. Il regardait tout le monde avec un air renfrogné. Ça se voyait dans ses yeux. Ils étaient vides. Vides d'humanité, de compassion. Et de sentiments. C'était effrayant. C'était comme regarder le mal en face. Les yeux du diable. Monsieur White est incarcéré, en bonne santé et cohérent. Dan Constantino décide donc de l'interroger sur le braquage de l'hôtel Hampton. Le suspect lui dit qu'il a acheté son arme à Denver, qu'elle était dans la boîte à gants pour les jours de pluie. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par jour de pluie, Monsieur White?
Il m'a dit qu'au moment d'entrer dans l'hôtel pour le braquer, il s'est senti insulté. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas pris au sérieux. J'avais un flingue et il n'a pas sorti le sien. Alors j'ai tiré. C'était insultant. Il n'a pas fait son boulot. Après avoir obligé le vigile à se débarrasser de son arme, M. White a exigé qu'il se mette à genoux. Il a dit à Robert Martinez, « Je crois que je vais te tuer. » Et il a tiré au niveau du visage, sans sourciller. Il est allé dans l'autre pièce, il a placé le canon derrière la tête de Raymond Garcia, et il l'a tué. C'est une mort violente et ignoble. Mais M. White l'est aussi, pour sûr. D'après la police de Pueblo, s'il a tué Victor Woods, il l'avouera. Il aime avouer. Il aime dire des choses choquantes pour voir la réaction des gens. C'est comme on dit, un type spécial. Je vais l'interroger, mais je veux d'abord savoir à qui j'ai affaire. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je dois éviter de dire? Car si je le mets en colère, il ne dira rien. Il invoquera ses droits, il sortira, et je ne saurai jamais avec certitude si c'est lui. Et le voilà qui arrive à Colorado Springs. Je n'ai rencontré qu'un seul tueur en série au cours de ma carrière. C'est une expérience particulière de se trouver face à un tel individu. Je m'attends à ce qu'il soit sur le qui-vive et nerveux. Mais quand j'entre dans la pièce, il n'est pas nerveux. Il n'attend rien du tout. Monsieur White dort sur son avant-bras. Je me dis, ça commence bien. Je dis, dois-je vous appeler Monsieur White? Ronald? Ronnie? Il me regarde et dit, Ronnie. Très bien, appelez-moi Joe. Après ces présentations, il remarque la pancarte où il est écrit « Interdit de fumer ». Je lui dis « Vous fumez ?»« Ouais. »« Vous voulez une cigarette ?» Mais la pancarte. Je dis « C'est moi qui décide, alors si vous en voulez une, ça peut se faire. » Je lui mets une cigarette dans la bouche et j'allume la mienne. Je dis, vous voulez le briquet, non? Il répond oui. Alors je lui lance le briquet. Quand il ouvre la main, je vois une grande cicatrice au milieu de sa paume. Je lui dis, vous avez une vilaine blessure dans la main. Ouais. Vous avez dû vous faire ça en poignardant Victor, non? Il tourne la tête et répond, ouais. Et ça fait un mal de chien. Je veux bien le croire. Me voilà face à Ronald White. Il est soupçonné d'avoir commis plusieurs homicides et il est sur le point de me parler de celui de Victor Woods. Et il le fait de lui-même. Il me raconte qu'il l'a observé dans ce bar. Victor est ivre, il y a une échauffourée.
Il dit que Victor lui fait de la peine. Alors il propose de le raccompagner. Et il le ramène chez lui. Mais une fois sur place, ça tourne mal. Visiblement, M. White est très susceptible. C'est ce qui le rend effrayant. À un moment, il resservisse à quelqu'un, et à la minute d'après, il le découpe en morceaux avec un couteau de 30 cm. Puis, il examine ses entrailles pour voir à quoi ça ressemble. Faut être tordu. Il n'avait aucun scrupule à parler de ça. C'était presque une fierté pour lui d'en parler. Voilà ce que j'ai fait. En poignardant Victor, Ron White se coupe méchamment avec le couteau. Il tente d'arrêter l'hémorragie. Puis il décide qu'il faut mettre le feu. Et les autres gens qui vivaient dans l'immeuble, je les emmerde. Je devais effacer les traces. Ronald Lee White a dit aux enquêteurs qu'il ne pensait pas se faire prendre parce qu'il n'avait laissé aucun indice derrière lui. Il s'est trompé. C'est le moment de parler de Paul Vosika et de son démembrement. Robin, la sœur de Paul, connaissait certaines de ses fréquentations. Il passait notamment beaucoup de temps avec un homme peu fréquentable, mais avec qui Paul s'entendait très bien. Ils se connaissaient de longue date et se sont lancés ensemble dans le trafic de stupéfiants. Il a dit qu'il volait des dealers. De Pueblo à Colorado Springs, à Denver, parfois 2 à 3 fois par nuit. Monsieur White s'est mis en tête que Paul lui a volé 1500 $. Courant chez les toxicomanes. S'il est capable de braquer un hôtel pour 200 $, imaginez ce qu'il ressent à l'idée qu'un ami lui en a pris 1500. T'aurais pas dû ouvrir les portes de l'enfer. Tu vas mourir pour avoir provoqué le roi. Il explique qu'après avoir attiré Paul dans une zone isolée, il l'oblige à s'agenouiller. Il le torture verbalement pendant 1 heure. Il sait qu'il va le tuer, mais il veut d'abord s'amuser. Il prend un livre dans la voiture, épais comme ça. Il appuie sur l'arrière du crâne. Il lève son arme et tire. Il pensait apparemment que ça limiterait les taches de sang. Pourquoi se salir en tuant l'ordure qu'il a contrariée? Il est en train de s'affairer quand une voiture s'arrête, avec 3 personnes dedans. Un couple marié et leur enfant. Il se dit, c'est pas vrai. Il recouvre le corps d'un drap en espérant que les gens ne le verront pas. Mais il se gare juste à côté.
J'ai dit, vous avez eu peur? Il a dit, ouais, j'avais mon pistolet dans la ceinture. Comme il était toujours furieux contre sa victime, il lui a dit, regarde ce que tu as fait, espèce d'enfoiré. L'adjoint se demande ce que l'autre va lui dire. Qu'il a tué ces 3 personnes? Le conducteur lui a dit « On est perdu, savez-vous où se trouve cet endroit ?» Ronald Lee lui a indiqué la route et a dit « C'est là-bas ». Et ils sont partis. J'ai dit, qu'auriez-vous fait? S'ils étaient sortis, je les aurais tués tous les 3. Ça m'a interpellé. Ils l'ont échappé belle. Après avoir tué Paul, il prend une scie. Je n'oublierai jamais comment il a décrit tout ça. Il a dit qu'après avoir commencé à lui couper la tête, il s'est énervé parce que la scie était coincée sur un os. Il a fini par la décoincer, mais il a eu tellement de mal qu'au moment de couper les mains, il a dit que c'était rentré comme dans du beurre. Quelle chance, monsieur White. C'est tellement plus facile. Il s'en va, en tenant la tête dans la main par les cheveux, en se disant que c'est tellement plus simple que quand il a fait passer le corps de Paul par-dessus la clôture. Monsieur White quitte les lieux avec la tête de Monsieur Bosica. Une trentaine de kilomètres plus loin, il la jette par la fenêtre, derrière une clôture. Quelqu'un la trouvera peut-être, ou pas. Mais si jamais il la trouve, personne ne pourra faire le lien avec lui. Jamais. Parce que c'est un génie. Il tue intelligemment et ne compte pas s'arrêter là. On constate qu'entre les meurtres de Bosica, de Woods et de Garcia à Pueblo, Ron White est devenu de plus en plus cruel à chaque nouveau meurtre. Il dit alors qu'il est fatigué et qu'il ne veut plus parler. Je dis, très bien, rendez-vous au tribunal. Je me lève et là, il me dit, vous savez, je ne suis pas sûr de me souvenir de tout ce que j'ai tué. Pourquoi donc Ronald White me dit-il qu'il n'est pas sûr de se souvenir de tous les meurtres qu'il a commis? Qu'a-t-il en tête? Se dit-il que puisqu'il s'est fait attraper, autant dire toute la vérité? Ou bien est-ce pour se vanter? Veut-il encore attirer l'attention sur lui? Étant donné ce qu'on sait de M. White et de ses agissements récents à Pueblo et à Colorado Springs, on n'a aucune raison de ne pas croire ce qu'il dit. Parmi tous les individus que j'ai arrêtés, faits inculpés et condamnés pour meurtre, M. White est le pire de tous, assurément. À mon humble avis, il est responsable d'une quinzaine d'homicides. Je pense que tout le monde est bien conscient, même aujourd'hui, qu'on ne connaît pas tous les meurtres que Ron White a commis. Il y avait pris goût. J'en suis convaincu, vraiment, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les preuves. Monsieur White a plaidé coupable pour les meurtres de Victor Woods, Raymond Garcia et Paul Bosica, ainsi que pour la tentative de meurtre sur Monsieur Martinez. Les 4 seules affaires pour lesquelles on a pu prouver son implication. Monsieur White est si étrange que lors du procès, alors que son corps massif de culturiste est enchaîné et qu'il a les mains menottées, je le vois
dire à tout le monde « Je vais tous vous tuer, salopards, et vos gosses aussi !» Et tout le monde se recroqueville devant lui. Et il en savoure chaque instant. Il se fichait du tribunal. Au contraire, les lumières étaient braquées sur lui. Les proches de la victime d'un meurtre attendent d'un procès qu'il leur apporte des réponses. Ils ont envie de tourner la page, comme on dit. Mais c'est impossible quand on a perdu un être cher. Qu'avez-vous pensé en le voyant? J'ai senti de la colère, de le voir. Là, souriant comme si ça lui était égal. C'était très dur de le voir prendre du plaisir à nous voir souffrir. L'accusé se tourne vers le juge qui lui annonce qu'il va le condamner à la perpétuité. « Je ne veux pas de ta perpétuité, espèce d'enfoiré. Je veux la peine de mort. Être exécuté. » Dans sa tête, il était fini. Il ne voulait pas croupir en prison toute sa vie. C'était une plus grande punition pour lui que d'être condamné à mort. Mais il a écopé de la prison à vie, et c'est là qu'il restera, enfermé et seul, jusqu'à la fin de ses jours. Quand on prend la vie de quelqu'un, on doit payer de la sienne. Cet homme mérite son sort. Justice a été rendue. J'aime mon frère et il me manque. C'était le meilleur frère du monde. Mon ange gardien. J'aimerais qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un qui aimait la vie et l'aventure. On t'aimait, Vic. Et je suis heureuse de t'avoir connu. Tu étais quelqu'un de très attachant. Je suis fier de mon travail sur cette affaire. Nos efforts pour parvenir à faire condamner ce type et à l'envoyer derrière les barreaux en sont l'illustration. Tous ces efforts, ces pertes, cette souffrance, la mort, ce n'est qu'un aperçu de ce que l'on vit quotidiennement quand on travaille dans la police. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'émotions. C'est un métier qui demande des sacrifices. En fait, ce n'est pas un travail, c'est une vocation.